ma 4e participation à Agile en scène. Cette année, c'est un peu une consécration pour moi, la keynote. Je suis particulièrement fier. Je tiens à remercier l'équipe d'Agile en scène pour ça, pour la confiance qu'ils m'accordent. Du coup, je me suis mis la pression, un peu plus que d'habitude. J'ai bossé, un peu plus que d'habitude, et j'y ai mis beaucoup de cœur. Donc j'espère que ce que je vais vous montrer aujourd'hui va vous parler, va vous plaire, et je suis à vos dispo pour en discuter après. C'est parti pour le bruit et le signal. Je vous propose d'aller voir les nouvelles du matin. J'ai un exercice quotidien. Lorsque je commence ma journée, je la commence par LinkedIn, voir ce qui se passe, les nouveautés. Donc je vous propose de regarder mon fil. Donc là, il y a un truc sur les échos, un truc sur Schneider. Là, on commence à parler d'OpenAI. Il y a une grosse semaine chez OpenAI, là, une semaine dédiée au dev. Il y a beaucoup d'annonces. Donc, première chose sur l'IA générative. La Raspberry Pi qui sort des choses sur l'IA générative. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une pub, pareil, cybersécurité liée à l'IA. Ah, Kusei. Alex Wang, qui publie énormément sur l'IA générative. Je pense que même c'est une machine, tellement elle publie. Et ainsi de suite. Tous les jours, je suis inondé de sujets sur l'IA générative. Ça fait 2 ans que ça dure. Et moi, j'ai un problème, c'est que j'aime bien mettre les choses dans des cases. Si je ne mets pas des choses dans des cases, ça me stresse. Et ça fait 2 ans, avec tout ce bruit dont je suis inondé au quotidien, eh bien, je suis stressé, je suis angoissé. Du coup, comme l'a dit Kusei, j'ai commencé une démarche personnelle d'upskilling et j'ai cherché à mettre les choses dans les cases, à comprendre tous ces flots d'informations, tout ce bruit. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que, en plus de toutes ces publications, je ne vois jamais rien tourner. Jamais. Le pire, je crois que c'était Vivatech. Tout le monde en parlait, j'ai rien vu pendant 2 jours. Du coup, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une démo, du hands-on, vraiment du pragmatique, ce qui tourne. Comment j'en suis arrivé à cette démo? Après Alfred l'année dernière, donc Alfred c'était la conf de l'année dernière où j'ai présenté un custom GPT qui faisait de l'étude de value stream automatique, donc un certain impact, un certain succès. Vers le mois de décembre, je me suis posé la question, jusqu'où ça peut aller? Est-ce qu'on peut remplacer une product team, une scrum team par des agents? Je me suis posé cette question-là par rapport à cette angoisse, cette anxiété de tout ce bruit que je recevais au quotidien. Et j'ai commencé à poker au mois de décembre avec mon voisin, Emmanuel Pailly, qui est chez PayPal, en mode pizza-bière. On a commencé à sortir N8N, Flowise, et on a commencé à poker, à faire tourner des trucs pour voir est-ce qu'on va se faire remplacer ou pas. J'ai fait une première présentation chez Tiga au Tea Time de décembre, plutôt bien fonctionné. Et depuis, j'ai changé de fonction. Tiga m'a fait confiance, Tiga me supporte, je fais de la recherche et du développement au quotidien, et j'ai poncé cette Scrum Team, itération après itération. J'ai fait pas mal de présentations, et je la ponce, je l'itère. Et aujourd'hui, je l'ai particulièrement poncé, et je vais vous montrer tout ce que j'ai appris depuis 1 an avec ces agents, pas par pas, au travers d'un produit qui s'appelle N8N, qui est un produit qui permet de créer des agents. J'ai choisi ce produit-là. Il y a une guerre des plateformes actuellement. Il y a Microsoft Copilot Studio, il y a Google Agent Space. OpenAI vient d'annoncer sa propre plateforme d'agent builder avant-hier. Donc il y a un vrai enjeu économique pour ces plateformes. J'ai choisi N8N parce que N8N, assez simplement, elle est open source. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux l'installer sur mon ordinateur, et on va le faire en atelier cet après-midi si vous voulez venir voir. Et en quelques clics, vous allez pouvoir créer vos propres agents. Je vais vous faire la démonstration de N8N et de tout ce que j'ai appris depuis 1 an, pas par pas. Donc nous sommes dans N8N. Ça ressemble à ça. Je vais vous montrer assez simplement comment, avec une première étape, on peut aller faire un appel de LLM. Je vais créer un premier nœud. Donc j'ai un premier nœud ici, N8N, c'est assez simple parce que ça permet, avec des déclencheurs,
de faire quelque chose. J'ai des déclencheurs au clic, j'ai des déclencheurs au formulaire, j'ai des déclencheurs au chat, j'ai des déclencheurs qui peuvent être programmés, j'ai des déclencheurs. Là, j'ai choisi un trigger, un déclencheur qui est au clic. Donc, je vais cliquer, ça va lancer quelque chose. Derrière, je vais aller faire un appel de LLM. Donc, je vais chercher un LLM dans les différents nœuds, on appelle ça des nœuds. Je vais prendre le premier LLM basique, qui est le Basic LLM Chain. Donc, vous voyez, j'ai cliqué, j'ai un nœud ici qui va me permettre d'appeler un LLM. Ce call de LLM, je vais le connecter à un LLM du marché et je vais aller chercher GPT-4o chez OpenAI. Donc là, j'ai tous les grands fournisseurs de LLM. J'ai choisi OpenAI et là, j'ai une liste des LLM qui sont fournis par OpenAI. Je vais aller chercher le 4o, qui est pour moi tout terrain, standard. Il y a des credentials pour pouvoir se connecter à mon compte. On va voir en plus combien ça coûte. Je vais vous montrer mon curseur. Donc là, c'est déjà programmé, c'est choisi. Je vais mettre le credential personnel pour voir justement le compteur. Et voilà, j'ai un premier call de LLM qui est prêt. Ce call de LLM, je vais lui envoyer un prompt. Donc je vais interroger GPT-4o qui est chez OpenAI avec un prompt. Les prompts, je les ai préparés là. J'en ai deux. Le LLM, GPT-4o, je vais lui donner un comportement. Le comportement, je vais donner celui d'un product owner. On appelle ça un système prompt. Et du coup, là, j'ai un prompt pour être un product owner. Je le fais un copier-coller, je vais aller le mettre dans mon nœud. J'ajoute un message de type système. Je vais vous le faire lire en live. Hop. Donc grosso modo, je ne sais pas si vous voyez, je vais vous le lire. Donc le rôle product owner, expert dans les produits digitaux. Je lui donne un goal, maximiser la valeur business. Et puis il a une histoire, une backstory, il a 20 ans d'expérience, il a fait plein de produits digitaux et ainsi de suite. Juste un comportement, un système prompt. ChatGPT maintenant va se comporter comme un product owner. Et du coup, je vais lui demander de réaliser quelque chose. Et je vais lui demander de réaliser des user stories. Du coup, j'ai un autre prompt pour aller écrire des user stories. Il est là. Je vais faire le copier-coller. Je vais le rentrer ici. Donc là, il a un goal, un objectif. Tu vas m'écrire des user stories ou tu vas aller les mettre dans Jira. Du coup, je lui donne un thème, un topic sur lequel bosser. Aujourd'hui, le fil rouge, on va prendre l'accessibilité numérique. C'est un autre use case que j'ai fait avec des agents. Il y a un petit sujet sociétal derrière, donc j'aime bien ce use case-là parce que l'idée que je vais vous montrer ici, c'est qu'on peut commencer à adresser avec la GenAI, on peut commencer à adresser des problèmes qui sont structurants. Là, il y a un problème avec l'accessibilité numérique parce qu'il y a une nouvelle norme réglementaire, une nouvelle loi qui est sortie depuis juin. Les entreprises doivent se mettre en conformité. C'est un peu le nouveau RGPD. L'idée, c'est d'avoir des sites accessibles. Juste pour quelques chiffres, seulement 3% des sites français sont accessibles aujourd'hui. Ça concerne 11 millions de personnes qui ont des problèmes d'accessibilité numérique. Donc là, je demande à GPT-4o d'aller me créer le backlog pour traiter ce problème-là, créer un produit B2B qui fait de l'audit automatisé de sites Internet pour justement répondre aux contraintes réglementaires d'accessibilité. Ça, c'est mathématique, on va suivre ça toute la journée. Et du coup, je lui donne des instructions derrière. Je lui dis, voilà, tu vas aller analyser ce topic. Je lui dis, tu vas aller identifier les user stories pour réaliser ce produit. Et je lui demande d'écrire ces user stories avec un format particulier en tant que je veux à fin 2. Et je lui demande un format de sortie. On va voir ce que ça donne. J'ai créé mon premier appel de LLM qui est capable de me faire des user stories en se comportant comme un product owner et sur un sujet en particulier. Ça m'a pris 3 clics. Je sauvegarde ça et du coup, je clique. J'ai un déclencheur, la petite flèche, le clic et on va faire tourner N8. Vous voyez, ça tourne. Il est en train d'appeler GPT-4o chez OpenAI. Peut-être un peu de latence ce matin. Voilà, il a presque terminé. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a écrit des user stories. C'est un peu sale, hein, c'est sur le côté ici, vous allez me dire c'est illisible. C'est du JSON, mais on va trouver du titre, de la description et autres. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je vais aller les mettre dans Jira. Donc, ces user stories, qui sont en JSON, m'a fait un paquet de user stories d'un coup, je vais les splitter parce que je vais vouloir créer les user stories une par une. Le split, je vais aller prendre, je vais y arriver, hop. Donc là, je vais exécuter ce split. Il est en train de dispatcher les user stories, c'est fait. Donc là, je vais avoir plusieurs splits.
Non, j'ai fait une fausse manip. Attendez, j'ai juste besoin de rajouter un petit truc. Je vais déconnecter ça. J'ai oublié de connecter ça. Hop, je recommence. Là, je lui dis, tu me sors un format structuré en JSON. Il recommence sa manip. Donc là, il m'a sorti mes user stories au format que je voulais. Je vais les splitter. Donc je vais aller prendre le champ output en drag and drop. Hop, j'exécute mon nœud. Là, d'un ensemble de user stories, il m'en a sorti 7. Et du coup, je vais aller mettre tout ça dans Jira. Je vais chercher un nœud software. Je vais chercher la fonction create an issue. Il me l'a rajouté. J'ai create. Le projet, je vais aller le mettre dans un projet Jira que j'ai, on va aller le voir derrière, qui est ma Scrum Team. L'issue type, on va créer des stories. Et du coup, les champs, assez simplement, il m'a donné un titre pour chaque user story. Je le mets là. Une description. Je la mets là. Et c'est parti. Je lance mon flow. Je vous montre juste le Jira juste avant pour vous montrer qu'il est bien vide. Je ne suis pas en train de faire vous flouter. Et je lance le flow. Je viens de créer en quelques clics un flow qui crée des user stories et qui va les enregistrer dans Jira. N8N, gratuit, open source, vous pouvez installer ça sur votre ordinateur. Et vous avez dans Jira, j'y retourne, je rafraîchis, 5 user stories, je vais demander 5, sur la thématique. Donc là, j'ai bien une description en tant que je veux afin de, des critères d'acceptation, 5 user stories sur mon produit B2B pour aller faire de l'audit automatisé d'accessibilité numérique. Facile, non? Bien entendu, ça a été un petit peu vite, j'ai 3 autres clics, mais je vous assure, cet après-midi, si vous venez en atelier, vous serez capable de faire ça assez simplement. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, où est-ce que je vous emmène? Quel est le potentiel de ce type d'outil avec cette facilité de création d'agents? Ma question de fond, c'est est-ce qu'on peut remplacer une Product Team, une Scrum Team avec ces trucs-là? J'ai poussé le bouchon et on va rentrer dans le concept de chaîne. N8N, si je suis capable, à partir d'un appel de LLM, mettre dans Jira, je peux faire plein d'autres choses. Donc, je me suis penché sur le workflow. On peut le voir ça sous la forme d'un Kanban, d'une équipe Scrum, d'une équipe produit, et j'ai cherché à automatiser. On va avoir des choses qui vont initialiser le flow, puis derrière, toujours sur la même thématique d'accessibilité numérique, je vais lui demander, tu me fais une analyse Pestel de marché. Je fais du Pestel, j'ai été chercher tous les gros templates, les gros moyens, enfin tout ce qu'on connaît en termes de structuration sur tout le workflow. Donc je lui demande une Pestel analysis. Donc là, je vais appeler le LLM, il va me faire une analyse Pestel, et puis il va aller me créer une page dans Confluence, suivant un template que j'ai mis dans Confluence, il va le remplir, il va le mettre dans cette page. Ensuite, derrière, je vais lui demander de faire une analyse de porteur. Même chose, appel de LLM, il va me prendre un template dans Confluence, il va remplir le template, il va me le mettre dans le document. Ce document, je l'appelle un PRD, je vais utiliser ce terme-là, Product Requirement Document. Il va me le mettre à la suite. Derrière, je vais lui demander de créer un problem statement au format de Roman Pichler. Derrière, je vais lui demander de faire une Product Vision au format de Roman Pichler. Derrière, je lui demande d'aller tirer les pics qu'il a créés dans le Kanban pour dire qu'il va commencer l'analyse. Derrière, je vais lui demander de créer une empathy map, suivant l'empathy map Canvas de Strategizer. Derrière, je vais lui demander de faire une value proposition, toujours de Strategizer. Derrière, je vais lui demander de créer un business model Canva, toujours de Strategizer. Tout ça avec des templates Confluence et on va ajouter ça à la page de PRD. Derrière, je lui demande de faire de la roadmap de Roman Pichler avec 4 roadmaps, 4 releases de roadmap. Derrière, je vais lui demander de bouger les pics pour la mettre en implémentation dans le portfolio Kanban. Derrière, je vais lui demander d'écrire les user stories, ce qu'on a déjà fait. Les stories, on va les mettre dans Jira. Les stories Jira, derrière, on va les tirer parce qu'on va commencer à faire le refinement. Donc, on va les bouger dans le Kanban. Derrière, on va aller faire le product refinement. Ces stories, on a simplement fait en tant que je veux afin d'eux, on va faire des critères d'acceptation, des jeux de données, on va faire des tests d'acceptation. Derrière, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais aller estimer le backlog en Fibonacci avec des story points. On va aller mettre ces story points dans Jira et derrière, qu'est-ce qu'on va faire? On va prioriser et on va faire bouger l'ordre des stories dans Jira. Une fois qu'on aura fait ça, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va développer.
Et du coup, on va prendre les stories une par une, on va écrire le code et on va pusher, on va committer le code dans GitHub. Vous pensez que ça marche, ça? Je vais aller prendre mon petit déclencheur que j'avais mis au-dessus. Pour le clic. Ça va réinitialiser le Jira, j'ai un init. Je vous montre juste, donc ces stories-là vont disparaître. Je vous montre juste l'espace Confluence. Je n'ai aucun PRD dedans, aucun Product Requirement dedans. Et je vais vous montrer mon repo GitHub. Je n'ai aucun code dedans. C'est parti, je clique, je lance. Alors, je la positionne bien parce qu'après, c'est un peu roman photo. On va voir comment ça passe. C'est parti, j'ai cliqué. Pendant que ça tourne, je monte aussi mon compteur. Donc ça, c'est mon compte OpenAI. Je vous ai dit, on utilise GPT-4o. Aujourd'hui, il me reste, avant le clic, 25,95 € avant d'avoir exécuté ce flow. Ça va arriver. Ça va arriver. Voilà, il est en train de tourner. Donc il m'a fait la PSTL Analysis. Là, il y a un flow un peu plus complet. Est-ce que je vous le montre? Je vais vous le montrer. Justement, qui va chercher ces gabarits, ces templates Confluence. J'ai de la latence ce matin. Il a du mal. On pourra le laisser tourner. Donc il est en train d'avancer. On va aller rafraîchir Confluence. Et il a déjà fait la PSTL, il a avancé. Donc vous voyez, j'ai un PRD qui vient d'apparaître en tant que page Confluence. Donc qu'est-ce qu'il m'a fait? Il a repris la description de mon Epic, c'est le topic que je lui donne. Donc je l'appelle A11Y, c'est l'acronyme d'accessibilité numérique. Le topic que je lui ai demandé, c'est de faire une plateforme agentique B2B pour assurer une conformité continue automatisée aux exigences de la norme RG2A, améliorant l'accessibilité numérique et garantissant la conformité réglementaire. Du coup, il m'a fait une PSTN analysis suivant le template Confluence que je lui ai donné. Il m'a rempli le template. Donc pour cette initiative d'accessibilité, qu'est-ce que GPT-4o, qui est un petit modèle aujourd'hui, un peu tout terrain. On n'est pas sur les derniers modèles, les Claude 4.5, Gemini 2.5 Pro ou GPT-5. On est sur du 4.0, donc on peut aller beaucoup plus loin. C'est juste une question de temps pour la démo. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit déjà sur une PSTN Analysis, les Key Insights, c'est la conformité continue automatisée aux normes RG2A est cruciale pour les entreprises B2B cherchant à améliorer l'accessibilité numérique. Les facteurs politiques et légaux influencent fortement la demande pour ce type de problème. L'innovation technologique et l'adoption rapide sont essentielles pour maintenir un avantage concurrentiel. C'est pas mal. Déjà, je sais qu'il a compris la problématique. Et le PSTL, du coup, il a été regarder les facteurs politiques. Donc, le politique gouvernemental favorisant l'inclusion numérique et la subvention pour l'accessibilité peuvent stimuler la demande. Il a été regarder les facteurs économiques, les facteurs sociaux, facteurs technologiques, l'investissement en R&D et l'innovation rapide sont cruciaux pour rester compétitifs. Bah oui, justement, la GenAI est une sacrée opportunité pour régler ce problème sociétal. On a des problèmes, des sujets d'environnement et puis des sujets légaux. Puis derrière, il a continué. Deuxième chose, il m'a fait une analyse de porteur. Alors, qu'est-ce qu'il me dit en Key Insight? La demande pour une plateforme de conformité RG2A est influencée par les facteurs politiques et légaux. L'innovation technologique est cruciale pour maintenir. Donc, c'est un peu bateau. Ensuite, il me fait il fait une analyse de l'industrie, il regarde les menaces des nouveaux entrants, d'autres menaces sur les remplaçants, ceux qui peuvent mettre des barrières à l'entrée et d'autres barrières à l'entrée. Ensuite, il va me faire un problem statement. Il est toujours en train de tourner. Ces parties-là, il les a rajoutées au fur et à mesure. Hein. Il va chercher le template, il les rajoute. Il m'a fait un problem statement. Alors, le problème, si on regarde le contexte, le problème survient lorsque les entreprises B2B doivent se conforter aux exigences de la norme RG2A pour garantir l'accessibilité numérique, et ainsi de suite. Donc, il m'a synthétisé le problème. Le problème des B2B peine à maintenir une conformité continue et automatisé en G2A en raison des processus manuels inefficaces à la complexité des exigences réglementaires. Grosso modo, il y a des audits de conformité qui sont manuels, qui sont obligés d'être déclenchés. Et aujourd'hui, vu la demande, il y a de plus en plus de latence et de délai pour pouvoir faire ça. Donc, il est pile poil dans le problème. Des alternatives aujourd'hui, et ainsi de suite. Donc, je continue, je ne vais pas tout vous lire. Il m'a fait une product vision par rapport à cette initiative. Donc, toujours au format qu'on connaît. Hein, là, c'est le Product Vision Board de Roman Pichler.
Donc là, il m'a fait une vision, créer une plateforme qui simplifie et automatise la conformité RG2A, permettant aux entreprises B2B de garantir une accessibilité numérique continue et de se concentrer sur leur cœur de métier, sans craindre les sanctions réglementaires. On est pile poil dedans. Et on fait le target group, les needs, les products, business goals. Je vais rafraîchir parce que du coup, il continue de bosser. Donc on a ça, on a tout ça, on a vu. Donc là, il a commencé à me faire les empathy maps, donc primary user. Donc là, un responsable conformité, il me dit voilà qui c'est, ce qu'il a besoin de faire, assurer la conformité continue aux normes RG2A, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il sait. Vous vous rappelez le visage là avec les empathy maps, les différentes questions qu'on pose pour remplir, vous les avez tous là. Qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il sait, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il entend, quelles sont ses difficultés, qu'est-ce qu'il aimerait. Puis il a fait le deuxième, le buyer persona, même chose. Donc là, on est sur le directeur financier. Je vous passe tout. Ensuite, il a fait le développeur web en persona secondaire, et ainsi de suite. Il est en train de bosser, là, il est en train de remplir le document de PRD, anti-persona. Du coup, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a fait une Value Proposition Canvas, en Strategizer. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est les deux cases du BMC. Il y a un visage. D'un côté, il y a un job to be done, des besoins, des problèmes. De l'autre côté, il y a une Value Proposition. On va retrouver ça ici. Donc là, on va prendre le responsable conformité. La Value Proposition, du coup, de ce produit qu'on cherche à créer, c'est automatiser la conformité RG2A. Il y a Customer Jobs, il y a le product et service. Il y a des gains qui sont espérés. Il y a des gains créateurs dans le produit. Il y a des pains qui sont actuellement, et du coup, il y a des pains relevers dans le produit. Et puis, il y a un business model Canva qui va avec. Donc là, du coup, on a une value proposition, le customer segment, on a les canaux d'acquisition, on a la relation avec les clients, on a les sources de revenus, on passe derrière au back-office, on a les ressources clés, on a les activités clés, les partenariats clés, et puis combien ça coûte tout ça. Et au final, il me propose une roadmap sur 4 releases, avec des noms, des objectifs, les features à faire dans chaque release, et les métriques à suivre pour voir si c'est un succès. Il m'a fait un PRD, et là, il est en train de développer les user stories. Je continue, on va voir le flow, il est toujours en train de tourner, je vois le petit truc. Quand il tourne, c'est un peu difficile de faire le refresh. Je vais voir dans le GitHub où est-ce qu'il en est, s'il a commencé à me pusher des user stories. Ouais, voilà, il a commencé à coder, donc j'ai un répertoire SRC qui est arrivé. Donc là, il m'a découpé en différents répertoires par couche. Je l'ai prompté comme ça. Donc j'ai une couche contrôleur. Donc là, j'ai une intégration, c'est du TypeScript. Donc là, il m'a fait le contrôleur sur l'intégration. Il m'a fait le contrôleur sur le report. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme répertoire? On a un repository. Il a fait une couche de service. Service d'intégration. Service pour le monitoring. Et ainsi de suite. Donc il est en train de me coder le produit. Et il a terminé. Vous voyez, on a été jusqu'au bout. Il a été jusqu'au bout. On va regarder combien tout ça, ça a coûté. Donc là, on est sur à peu près 5 minutes pour, à partir d'un brief accessibilité, faire un PRD complet et avoir la première base de code. Et donc, je vais rafraîchir. On était à 25,95. Combien ça a coûté? 25,91. 4 centimes. Sur GPT-4o, modèle de base. Bien entendu, si on prend un modèle plus important, on va avoir une meilleure qualité de résultat. Qu'est-ce que vous en pensez déjà? Ça bluffe ou ça pique? C'est bluffant? Ça pique? On n'est qu'à l'étape 3. Du coup, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc là, c'est ce qu'on appelle dans le jargon, on n'utilise pas le terme de workflow, on appelle ça des chains. On enchaîne des appels de LLM avec des traitements intermédiaires. Ces chains, ici, là, j'ai utilisé des prompts. Quand vous commencez à industrialiser de cette manière-là, les prompts, c'est important de les tester. On appelle ça les évals de prompts, parce qu'à chaque fois que vous allez changer un mot, à chaque fois que vous allez changer de version de LLM, potentiellement, vous n'avez pas le même résultat. Du coup, il y a des logiciels qui existent, et là, je vais vous montrer un logiciel qui s'appelle Basalt, qui permet de faire de l'éval de prompts. Ici, vous avez un kit de prompts qui sont plus ou moins, vous allez les retrouver dans les différents workflows que je vais vous montrer. Et comment fonctionne Basalt? Là, on va prendre le prompt pour définir un problem statement. Comment ça marche? Là, vous retrouvez une case où vous promptez votre système prompt, et puis ici, vous avez une case pour prompter votre user prompt. Grosso modo, c'est les prompts que j'ai utilisés dans la chaîne. Vous mettez un jeu de données. Là, j'ai mis un jeu de données à 11Y avec le même pitch, et puis vous lancez, en fonction des modifications de mots que vous mettez là-dedans, du modèle que vous avez choisi, vous lancez, et puis vous avez des résultats de prompt là, pour voir la sortie du LLM.
Ce qui est intéressant, c'est pas ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'ici, je peux faire des comparaisons. Je vais aller comparer la version actuelle, la 1.2 qui est sur du GPT, à une version avec Mistral. Donc sur ce jeu de données d'initiative A11Y, mon produit B2B, j'ai mis sur le prompt de création de problem statement des évaluateurs. Donc là, vous avez en vert des évaluateurs. Quand l'évaluateur est en vert, ça veut dire que le prompt a passé le test. Donc par exemple, j'ai un évaluateur, il vérifie s'il y a eu des hallucinations dans le résultat. Il vérifie s'il est ouvert au contexte, c'est-à-dire par rapport au contexte d'accessibilité. S'il est objectif, il respecte bien le formatage que je lui ai demandé, ainsi de suite. Donc c'est une sorte de test automatisé. Et donc là, je suis sur une version GPT-4. Et là, j'ai fait, sur une ancienne version, j'ai testé Mistral. Et là, je vois qu'il y a un évaluateur, la cohérence, qui passe pas. J'ai un test qui passe pas. Quand vous commencez à prompter, à industrialiser vos prompts, il est primordial d'avoir des démarches de test, d'évaluation prompt pour pouvoir assurer vos prompts en production dans le temps. Du coup, une fois qu'on a fait ça, éval de prompt des chains, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va aller s'attaquer à ce qu'on appelle le vibe coding. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de vibe coding. Il y a un mouvement qui consiste, et on en parle beaucoup pour les développeurs, il y a un mouvement qui consiste à se dire, aujourd'hui, je vais développer des produits en parlant. On a connu le WYSIWYG, maintenant c'est le What you say, what you get. Et donc il y a plusieurs familles d'outils qui sont arrivés sur le marché. Il y en a deux dont on parle beaucoup. Le premier c'est Lovable. On va l'utiliser tout de suite. Vous allez voir ce que ça fait. Je vais lui mettre un prompt qui est ce que je suis en train de générer là. Est-ce qu'il est passé? Non, il n'est pas passé. C'est pas grave, de toute façon, j'ai le backup. Mon Epic, elle n'est pas passée à Don. Je vais dans Jira. Pourtant, elle est Don. C'est l'effet démo. Hop. Il n'est pas passé, c'est pas grave, je vais prendre le backup. Donc là, ce que je suis en train d'essayer de faire, c'est de générer à partir de mon product requirement document un prompt Lovable. Donc Lovable, je vais lui donner et il va commencer à bosser parce qu'il va développer à partir de toutes les informations que j'ai données sur le produit que j'ai pensé, il va commencer à le développer. Lovable, on est sur plutôt une orientation front. Après, il y a un deuxième outil, une famille d'outils dont on parle beaucoup, c'est les assistants de développement, avec un dont on parle, c'est Cursor, et toute une génération d'assistants de développement qui sont de la famille des CLI, Command Line Interface, Codex, Claude Code et Gemini CLI. Donc il y a du vibe coding avec beaucoup d'outils qui arrivent pour pouvoir donner des assistants à des personnes qui peuvent être des product people, des développeurs, pour les aider à développer. Donc on va utiliser Lovable. Je vais chercher mon backup du coup, vu que j'ai mon effet démo. C'est pas ça. Hop. Donc le prompt, il a été généré, c'est du Markdown, il est sale, on ne peut pas le voir. Il a été généré à partir du PRD et je vais aller le mettre dans Lovable qui est là. Donc vous avez une interface conversationnelle comme ça, c'est un site internet qui est en ligne et je vais lui donner un prompt. Encore une fois, il y a toutes les informations du PRD et je le lance. Et peut-être qu'il va nous créer une interface graphique pour cette décidément, j'ai pas de bol ce matin. Hop. On va recommencer. Est-ce qu'il est en train de bosser? Hop. On va le laisser bosser. Et du coup, je vous parlais de Cursor. On va regarder un petit peu grosso modo ce que c'est Cursor. Cursor, c'est un IDE de développement, c'est un fork de Microsoft Studio qui permet aujourd'hui d'avoir des assistants de développement, des agents dans l'IDE de développement pour les développeurs. Alors c'est assez austère, vous avez une interface noire comme ça, sur le côté vous retrouvez le code qui a été généré par mon agent, donc les différents fichiers TypeScript dont je vous ai parlé, je vous ai montré juste avant, et sur le côté on a un assistant de développement qui va, je vais lui demander de faire des choses pour pouvoir finir ce produit qui a commencé à être développé par ma chaîne. Donc là, je vais lui demander, fais-moi marcher ce code. Et c'est parti. Donc là, il est en train de lire les différents fichiers et il est en train de commencer à toucher à la base de code qui est là
pour pouvoir interagir. Je ne vais pas aller jusqu'au bout de la démo, mais cet outil-là, je commence à l'utiliser au quotidien. Et c'est assez bluffant la manière dont il est capable de comprendre une base de code, ce qu'il est en train de faire là. Il s'est fait un plan d'action. Il va aller modifier en live tous les fichiers qui sont là pour les compléter. On peut lui demander des revues de code, et puis il va faire tourner quelque chose à un moment donné. Et du coup, en lui parlant, moi, je n'ai pas codé depuis plus de 10 ans, et donc en lui parlant, eh bien, il va aller pour moi compléter mon manque de compétences sur le code et me permettre de créer des logiciels qui fonctionnent. Donc vous voyez, il est en train d'aller changer les différents fichiers ici, tout ça. Donc là, on a des modifications. Il me propose de lancer des lignes, des exécutions de commandes et ainsi de suite. Ça, c'est Cursor, Lovable. On est dans la famille du Vab Coding. On va voir si Lovable a avancé. Voilà, il m'a fait, à partir du prompt que je lui ai donné, m'a sorti cette interface-là. Donc, ça fait partie des stories. Oh, je ne vais pas y arriver. Ça fait partie des stories qui ont été générées par mon premier flow. Il me propose cette interface-là. Donc, est-ce que c'est navigable? Là, il ne m'a pas fait cette page-là. Il me propose un panel d'indicateurs d'accessibilité numérique, une séquence d'alerte ici, et puis de la gestion de rapports ici. Donc, à partir du flow que je vous ai fait tourner, que j'ai fait tourner en live, j'ai mis ce prompt dans Lovable. Il a commencé à me créer l'interface graphique de mon produit. Ça, c'est l'étape numéro 4. Du coup, une fois qu'on a fait du vibe coding, on a compris ce qu'était une chain. Quelle est la différence avec un agent? On n'est toujours pas en train de parler d'agent là. On a fait des appels de LLM. Ici, vous avez un agent qui va écrire des user stories. Quelle est la différence? Dans ma chaîne précédente, j'avais un premier nœud qui faisait un appel de LLM, derrière qui splittait mes user stories, et derrière qui enregistrait dans Jira. C'est un workflow déterministe. C'est moi qui ai choisi cette séquence. La différence avec les agents, c'est qu'on va commencer à utiliser le LLM pour son intelligence. On va commencer à lui donner de l'autonomie. Et donc, ce que vous voyez ici, la différence, c'est que le nœud Jira, il n'est pas après. Il est connecté à l'agent, et le LLM, par rapport à ce que je lui demande, va décider de l'utiliser ou pas. Je laisse le soin au LLM d'aller utiliser le nœud de création Jira par rapport à ce qu'il comprend dans le prompt que je lui demande. Alors, quelle va être la différence? On regarde. Il est en train de me nettoyer toute la base, et ça recommence. Il ne veut pas, décidément, ce matin. Pourtant, je vous assure, j'avais tout testé avant de venir. Donc cet agent, eh ben, décidément, je ne vais pas réussir à le faire tourner. Donc là, l'idée, vous voyez, il a commencé à utiliser son premier nœud de mémoire. L'idée aussi, c'est qu'aux agents, on peut leur donner du contexte. Et l'idée, c'est qu'ils puissent, interaction après interaction, garder cette mémoire de toutes les actions qu'il a pu réaliser. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on a commencé à le voir, c'est que l'agent, par rapport à ce qui est mis dans son prompt ici, il va utiliser comme une pieuvre, il va utiliser ses différentes pattes en fonction de ce qu'il comprend du prompt. J'espère que je vais avoir plus de chance sur les nœuds d'après. On va aller tester du coup ce que l'on peut faire avec cette notion d'agent et cette création de Jira. La puissance des agents derrière, c'est qu'on peut lui donner des tools. Les tools, vous voyez, on a ici des possibilités de lui donner des outils pour qu'il se connecte au monde réel. Ici, ce sont des outils qui vont se connecter à Jira. Juste sur la version d'avant, on avait une création user story, mais si on veut aller vraiment sur de la gestion en tant que product owner, il faut qu'il puisse créer effectivement une user story, il faut qu'il puisse aller chercher ce qu'il y a dans le backlog, il faut qu'il puisse aller mettre à jour une user story dans le backlog, il faut qu'il puisse supprimer des user stories dans le backlog, il faut qu'il puisse rajouter des commentaires et ainsi de suite. Donc du coup, on va aller voir ce que ça donne dans l'usage de tous ces outils. Je croise tous les doigts que j'ai. Ah, décidément, il ne veut pas passer. Je ne sais pas ce qu'il me fait là.
je vais essayer un truc vite fait, et sinon, je vais être obligé. Il est en train de me cleaner tout mon Jira, tout mon backlog. Tac. Et je vais redémarrer juste quelque chose, 2 secondes. On est là. Je relance. Toujours pas. Non, il ne veut pas. Bon, c'est pas grave. Donc, je voulais vous montrer cette capacité d'orchestration de tous les outils qu'il a à sa disposition, toujours par le prompting. Donc, on est rentré dans le premier niveau d'autonomie. Le truc, c'est que si je veux aller beaucoup plus loin, créer un product owner qui va pouvoir, par exemple, se connecter à GitHub, et ainsi de suite, imaginez le nombre de paths qu'il faut que je lui donne. Et c'est là où il s'est passé quelque chose avec Anthropic. Anthropic, c'est ceux qui font Claude en début d'année. Ils ont sorti un protocole qui s'appelle MCP. Alors MCP, qu'est-ce que c'est? C'est un protocole, donc ils ont défini un standard de communication pour qu'un agent puisse communiquer avec des outils du monde réel. Et typiquement, c'est un outil, ça peut être Jira, ça peut être Confluence, ça peut être GitHub, ça peut être Notion, ça peut être plein de choses. Et donc ce protocole permet à un agent de découvrir les outils mis à disposition par un outil comme Jira. Donc, par exemple, si je me connecte au serveur MCP de Jira, je sais que je peux créer des stories, je peux les supprimer, je peux les mettre à jour, ainsi de suite. GitHub, c'est pareil, il me donne un catalogue d'outils et le LLM va lire ce catalogue par rapport à ce que je lui demande, va choisir quel outil il va utiliser par rapport à ce qui est à disposition dans le catalogue. Du coup, on va voir comment ça marche. Vous vous retrouvez ici avec un seul tool, ici MCP, alors que j'en avais plusieurs pour se connecter à Jira juste au-dessus. Et on va voir ce que ça marche. J'espère que ça va marcher. Non, toujours pas. Alors, j'ai un truc qui ne va pas ce matin. Je vous assure, j'ai tout. Ah, je sais. C'est moi. J'ai trouvé mon erreur. Hop. Je vais vous faire marcher. J'ai fait un problème de manip. Le show repart. Ça va être le stress. Hop, voilà, il me manquait ma config. On est reparti, je vous montre comment ça marche. En tout, l'MCP. Donc là, mon agent product owner, voilà, ça marche. Il est parti, il s'est mis en mémoire ce que je viens de lui demander. Vous avez vu la première patte qui a bougé. Il a commencé à créer sa mémoire. Et là, il est en train d'interroger le serveur MCP. Donc, il lui propose des outils sur étagère. Il ne les connaît pas, il est en train de les découvrir. C'est Jira qui propose la création, la suppression dans Confluence dans Jira. Et donc là, il est en train d'itérer. Il utilise GPT-4o par rapport à ce catalogue d'outils. Il est en train d'itérer par lui-même pour essayer de répondre à ce que je lui ai demandé. Ce que je lui ai demandé, c'est de créer le backlog pour ce produit digital. Donc, il est en train d'itérer. Vous voyez, il a fait plusieurs appels au serveur MCP tout seul. Il en a fait 5. Donc il est dans une forme de discovery. Et à partir de là, on commence à toucher la vraie puissance des agents, des LLM, parce qu'il va découvrir tout seul dans son environnement, dans son contexte, ce qu'il peut faire par rapport à ce que je lui demande. Et là, on va voir qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin grâce à cette fonctionnalité. Moi, ça m'allège, parce que vous voyez, j'ai beaucoup moins de gestion, de maintenance à faire. Avec toutes ces pattes que j'avais avant, j'en ai plus qu'une. Et du coup, mes prompts, je vais simplement pouvoir, comme je le fais en vibe coding, lui donner des instructions, et il va se débrouiller tout seul. Il est en train de tourner, toujours sur GPT-4o.
Je laisse finir. Je retourne dans mon Jira voir s'il a commencé à me créer les US. Elles sont là, elles sont arrivées. Et vous voyez, il a trouvé lui-même les tools pour aller me créer les US. Et il m'a créé des US avec une description en tant que je veux afin de. Tout ça, simplement, avec ces tools MCP. Je l'arrête ici. On va passer à l'étape suivante. Alors maintenant qu'on a ça, qu'on a cette capacité, je ne me trompe pas, je copie-colle bien mes déclencheurs. Maintenant qu'on a cette capacité de discovery donnée à les LLM, ce que je vais faire maintenant, c'est, je ne vais pas le faire tourner, je vais juste vous montrer le concept, c'est que je vais lui donner du contexte. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de RAG. Le RAG, c'est un moyen de donner aux agents de l'information contextuelle de votre domaine, de votre entreprise. Donc assez simplement, eh bien, on peut rajouter une patte supplémentaire. Là, j'utilise une base de données vectorielle qui s'appelle Quadrant, dans laquelle j'ai stocké tout le site internet de gouv.fr sur l'accessibilité numérique. Comment j'ai fait ça? J'ai un workflow qui a scrappé et scrollé le site internet que vous trouvez ici. Donc je suis allé prendre l'URL principale, il a cherché, il a trouvé par lui-même toutes les pages, il a absorbé le contenu des pages et puis sur le nœud de la fin, là, le petit cube, il a absorbé toute la documentation qui était sur le site. Grosso modo, à quoi ça ressemble? Une fois que c'est fait, là je suis dans Quadrant, ça ressemble à ça. Donc toute la documentation, en fait, il l'a transformée en ce qu'on appelle des embeddings, donc c'est des nombres, des vecteurs. Et quand vous avez ces embeddings, ils représentent le sens de l'information qu'il a trouvée. Et donc, quand vous avez des vecteurs, des embeddings qui ont un sens proche les uns des autres, eh bien, vous avez des points de ce type-là qui montrent les proximités. Donc, par exemple, là, si je me balade un petit peu sur les points, on va trouver le contenu de ces différents embeddings. Et pourquoi c'est intéressant de passer par ces bases vectorielles, de mettre en RAG, c'est que l'agent, par rapport à une question que je lui pose, à un besoin, il va aller chercher dans cette base de données vectorielle, il va comprendre le sens de ce que je lui demande, il va aller chercher dans la base de données vectorielle les points qui ressemblent à ce que je suis en train de lui demander, par similarité. Du coup, je lui donne une connaissance du contexte, et il va pouvoir enrichir sa réponse avec cette connaissance qui a été vectorisée de cette manière-là. Du coup, on peut aller beaucoup plus loin sur les agents en leur donnant des capacités de ce type-là, une patte supplémentaire pour qu'ils puissent aller piocher par similarité du contenu dans votre entreprise, dans votre domaine, pour enrichir ces réponses. Une fois qu'on a fait ça, là on est à un niveau d'agent, on a posé toutes les briques de Lego, où j'ai compris l'autonomie que je peux aller chercher dans un LLM, l'intelligence, je peux lui donner des tools pour le connecter au monde réel. Via MCP, du coup, ça lui permet de découvrir lui-même les tools qu'il a à disposition, et du RAG pour l'enrichir à partir de contexte. Là, je suis sur un product owner. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh bien, on peut passer à l'étape d'après, c'est commencer à chaîner. Vous vous rappelez ma première chaîne? Eh bien là, j'ai fait la même, mais en mode agentique. Donc on a ici les agents, le premier qui va faire une étude Pestel, le deuxième qui va faire une étude de porteur, le troisième qui va faire un problem statement, le quatrième qui va faire une product vision, et ainsi de suite, bouger les tickets dans Jira, et ainsi de suite. Tout ça, étape par étape, en autonomie. Je ne vous la fais pas tourner parce qu'en fait, elle n'a pas beaucoup d'intérêt, cette version-là. Elle n'a pas beaucoup d'intérêt parce que je suis toujours dans une logique séquentielle de workflow. Je suis toujours dans une logique où c'est moi qui ai décidé de l'ordre des choses. Si je suis dans un monde agentique, l'idée c'est d'utiliser la puissance de l'outil, son intelligence pour qu'il décide. Là, j'ai encore décidé, tu me fais un pestel, puis après un porteur, puis après ainsi de suite. Donc c'est pas super pertinent, d'autant plus que ça prend du temps. Avec ces interactions avec ses pattes, l'agent va chercher et ainsi de suite. Donc ça prend plus de temps, ça mange plus de tokens. Autant prendre la première version de haut. Par contre, là où ça va commencer à être intéressant, c'est la version d'après, où on va aller utiliser le concept qu'on appelle de sub-agent. Ce qu'il est possible de faire quand vous avez un agent, c'est de lui connecter d'autres agents. Donc par exemple ici, j'ai mon agent Product Owner, et je lui connecte un agent spécialisé dans la Value Proposition. Je lui connecte un agent spécialisé dans la Product Vision. Je lui connecte un agent spécialisé dans le Problem Statement, et ainsi de suite.
Donc tous les nœuds que vous avez vus dans la première version, je les ai positionnés en sous-agents d'un agent principal. Cet agent principal, lui, il connaît les capacités de ses agents, et par rapport à ce que je lui demande, il va les orchestrer, et ça lui permet d'alléger son contexte, parce que lui ne va pas être connecté directement à tous les outils Jira, Confluence, ainsi de suite. Donc comment ça va marcher? On va voir la différence de potentiel quand on rentre dans le domaine des sous-agents. Je vais essayer de vous montrer la big picture. Et vous allez voir, là je lui demande de faire la revue toujours de la même épique, donc un pestel, un porteur, product vision, product statement, et vous allez voir la différence et comment ça marche. Donc là, mon agent principal vient de prendre le relais, c'est un peu petit en haut, il est en train de comprendre ce que je lui demande. Il est parti chez GPT-4o pour faire le traitement. Et là, par rapport à ce que je lui demande, il va aller déléguer le travail à ses sous-agents. Et vous voyez, les sous-agents sont en train de bosser. Il les fait bosser en parallèle, il est en train de déléguer. On est toujours en train de créer le même document, le Product Requirement Document, toujours en allant chercher les templates dans Jira pour créer le document. Et là, vous avez les agents qui sont en train de bosser, chacun sur leur partie du document en parallèle. On n'est plus en séquentiel où c'est moi qui ai défini étape par étape ce qu'il fallait faire. C'est lui, par rapport aux instructions que je lui ai données, qui décide d'aller utiliser tel ou tel agent parce qu'il y a quelque chose à faire. Et ces agents, sous-agents qui sont en train de bosser, eux, vont aller utiliser Jira et autres par rapport à ce que a demandé l'agent principal Product Owner. On laisse bosser un petit peu. Je vais rafraîchir. Donc là, il a commencé à me faire. Alors c'est bon un beau parce que les agents ont plus d'autonomie, donc potentiellement il y a des contraintes qui font sauter, mais vous voyez, il a commencé à constituer un document en multi-agent, toujours avec les mêmes gabarits, et ils ont complété le Product Requirement Document au fur et à mesure. Alors du coup, une fois qu'on a ça, on a vu le pouvoir des agents, on a vu qu'il y avait des tools, on a vu qu'il y avait MCP, on peut leur mettre du RAG, et puis on va avoir des sous-agents. Je suis toujours sur ma question, est-ce qu'on peut remplacer une Scrum Team? Là, on est sur un Product Owner, un seul. Imaginez si je devais faire un agent pour un développeur, un agent pour un QA, le nombre de sous-agents qu'il faudrait, le nombre de tools qu'il faudrait. D'un point de vue ingénierie, c'est ingérable, c'est insoutenable, immaintenable. Du coup, je suis allé un peu plus loin en me disant, s'ils sont capables de découvrir par eux-mêmes des tools qui sont exposés par MCP, s'ils sont capables de découvrir par eux-mêmes quels sous-agents ils ont et donc capacités, si j'allais jusqu'au bout de l'histoire. Du coup, j'ai toujours utilisé ces mêmes briques de Lego, mais un petit peu différemment. J'ai pris un agent principal, je l'ai configuré pour être une entité Scrum Team complète, et j'ai créé des sous-agents par rôle. Donc j'ai un sous-agent Product Owner, Scrum Master, UX UI Designer, Tech Lead, Full Stack, QA Engineer, Data Analyst, DevOps Engineer. Et je me suis dit, s'ils sont vraiment capables de faire discovery et de comprendre tout ça, eh bien, pourquoi je ne leur écris pas les definitions of done? S'ils sont capables d'aller découvrir comme ça, ils sont capables d'aller lire une definition of done. Donc du coup, s'ils sont capables d'aller lire une definition of done, ils sont capables d'aller exécuter ce qu'il y a dedans. Et ça me simplifie beaucoup la chose, parce qu'on se retrouve avec une petite architecture par rapport aux autres qu'on aurait pu avoir. Et du coup, eh bien, on va voir, est-ce que cette Scrum Team est capable d'aller faire la même chose que mon flow au démarrage. Je prends mes nœuds. Je zoome un peu. Et c'est parti. J'exécute.
Donc ma Scrum Team est en train de tourner. Elle a pris mon besoin qui était de développer ce product requirement, de développer ce produit sur l'accessibilité numérique. Et là, il est en train de comprendre. Et tout de suite, il vient de déléguer au product owner d'aller commencer à bosser sur le PRD. Et il va orchestrer les autres au fur et à mesure. On se retrouve du coup avec une capacité d'autonomie qui est hyper importante. Là, je suis simplement dans mon étape de recherche sur la lecture Definition of Done. L'idée, c'est d'aller derrière, chercher la lecture des flows pour qu'ils soient encore plus autonomes. Donc une fois qu'on a compris ça, je me suis dit, est-ce qu'on peut encore aller plus loin? Ici, on est sur une Scrum Team. Donc je ne gère pas toutes les dimensions qu'on peut trouver dans un cycle de vie produit. Et je suis allé creuser ce que j'ai appelé POMAI. POMAI, qu'est-ce que c'est? C'est tous les agents d'un Product Operating Model. Tout le cycle de vie d'un produit, de l'idée jusqu'à sa mise en production et son support en production. Et j'ai commencé à créer ces agents-là. Capacité par capacité, value stream par value stream. Et donc on se retrouve, si on devait faire une projection au-delà d'une simple Scrum Team, si on devait mettre des agents dans tout un product operating model de n'importe quelle entreprise qui fait des produits digitaux, eh bien ça ressemblerait à ça. C'est une business capability map dans laquelle, par capacité dont on a besoin pour pouvoir faire des produits digitaux, eh bien on se retrouve avec des agents qui vont faire des choses. Vous remarquerez que ces agents, je ne les ai pas mis par rôle, vous ne trouvez pas un agent product owner, mais par capacité. Pourquoi? Parce qu'un product owner d'une entreprise à une autre, un PM d'une entreprise à une autre, eh bien, peut avoir des responsabilités différentes et donc assumer différentes capacités. Donc l'approche par capacité est plus pertinente et on se retrouve avec une cartographie comme ça. Je ne l'ai pas fait en N8N. N8N, au bout d'un moment, pour scaler, il peut avoir beaucoup de problèmes. Donc je suis passé sur du Python. Il y a des frameworks pour faire ça. LangChain, LangGraph est le plus connu. Vous avez CrowAI, ceux-là sont en CrowAI. Ce qui est intéressant, c'est que c'est également open source. C'est scalable, ça passe en prod. Et du coup, voilà où j'en suis aujourd'hui, de faire tourner des agents dans un product operating model complet que j'appelle POMAI. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, step by step. Les capacités d'IA, ce que j'ai appris depuis un an pour essayer de répondre à cette question, est-ce qu'on va se faire remplacer? Est-ce qu'on peut remplacer une Scrum Team par des agents d'IA? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne vais pas tirer de conclusion, je n'ai pas écrit de bouquin, je ne vais pas plagier des rapports Google, Dora et autres que l'on voit publier toutes les semaines. En fait, j'en sais rien. Où ça va? Je pense que personne n'en sait rien. Où est-ce que ça va? Ce que ça va faire? Moi, ça me provoque des choses. Depuis que je travaille là-dessus, il y a plusieurs choses qui sont, plusieurs émotions que je ressens. Donc c'est la seule chose qui, je pense, est valable que je peux vous partager. Moi qui ai les mains dedans et qui bosse dessus depuis maintenant 2 ans, ça m'a ouvert une capacité de création quasiment infinie. Je me sens capable de faire tout et n'importe quoi. J'ai un passé de développeur, donc je ne pars pas de zéro, j'ai quand même un bagage technique. Et du coup, avec tout ça, j'ai pu recommencer à développer assez facilement, assisté par les trucs. Donc j'ai un pouvoir aujourd'hui entre les mains que je trouve absolument fabuleux. Le problème, c'est que j'ai une charge mentale qui explose. Elle est explosée. J'ai passé une année hyper dure en charge mentale. Mais je me dis, si je ne le fais pas, qu'est-ce qui va se passer pour ma carrière, pour mon job? Quand je vois ça, je pense qu'il va y avoir un sujet dans pas très longtemps. On voit beaucoup d'annonces d'entreprises qui commencent à licencier parce qu'ils cherchent des compétences particulières, ainsi de suite. Donc c'est par rapport à ce sentiment d'urgence et de danger que j'ai entrepris cette démarche personnelle. Je ne sais pas où ça va. Je pense qu'il va y avoir un sujet dans pas longtemps. Mais mon point de vue, c'est attention à cette charge mentale. L'angle de l'efficience, utiliser ça dans l'angle de l'efficience, ce n'est pas forcément une bonne chose parce que je pense que ça va cramer des gens. Merci beaucoup pour votre attention. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Il y a un atelier cet après-midi sur N8N pour apprendre à faire le premier agent Product Owner si ça vous intéresse. Merci beaucoup.